Alors effectivement, l'Empire des Sens, on va essayer de rentrer un petit peu dans le dur, dans le concret des choses. Alors déjà, je vais vous présenter pour le public. On va commencer par toi, Xavier. Xavier, tu es donc le président de XTC World Innovation. Tu es expert des tendances et innovations de l'alimentation dans le monde. Et à ce titre, tu es aussi référent innovation au CIAL. Bienvenue. On a Anne-Florence Satonnet, bienvenue. Vous êtes directrice du programme Tous en forme chez Disney, qui est un engagement de la marque pour promouvoir pour les familles une bonne hygiène de vie. Vous nous raconterez ça tout à l'heure. Laurent Turpot, bonjour. Vous êtes directeur de la communication et des affaires publiques chez Coca-Cola France, après une expérience dans de nombreuses marques de boissons. Et Nicolas Gaziglia, bonjour, bienvenue. Vous êtes responsable de la brand equity, de la communication, des médias, du digital et des RP pour la marque de café Carte Noire. On a parlé de café tout à l'heure, on a vu à quel point c'était un synonyme de plaisir, on va y revenir. Alors, je te propose de commencer par toi, Xavier, toi qui scrutes le monde à la recherche des innovations. Est-ce que pour toi, qui scrute ce qui se passe, le plaisir est un levier qui est de plus en plus utilisé par les marques ou pas ? Oui, c'est indéniable. C'est indéniable et partout dans le monde. Et un point qui est à signaler en début de réunion, justement par rapport à l'observation qu'on peut faire sur le monde, c'est que le plaisir, c'est une valeur universelle partout dans le monde, mais les formes du plaisir sont réellement différentes. Et ça, c'est un point très propre à l'alimentation. L'alimentation est sans doute le seul secteur d'activité où la mondialisation ne crée pas l'uniformisation. On mange, nous Français, on n'a pas le même plaisir en mangeant du pain que les Allemands. C'est pas le même pain, et encore moins que peut-être les Japonais. Donc ça, c'est véritablement la notion de plaisir est de plus en plus importante. Tant mieux, parce qu'on a eu les années 2000, on a parlé beaucoup de santé. On avait même des études qu'on présentait peut-être dans ce genre de manifestation où on nous disait la première motivation du consommateur, c'est la santé. C'était une erreur, c'est pas vrai. C'était le plaisir, et la santé était là pour garantir le plaisir, tout comme la responsabilité sociale, on en parlera tout à l'heure, est là aussi pour garantir une forme de plaisir que l'alimentation peut apporter. Et ça, c'est vrai partout dans le monde. Peut-être aussi une dimension de réponse à la crise, à l'incertitude, d'aller se réfugier dans le plaisir. Très clairement, plus l'alimentation est un acte multi-quotidien, on mange 3 ou 4 fois par jour, et pour beaucoup d'entre nous, pour beaucoup de Français, et c'est vrai partout dans le monde également, l'alimentation est parfois une des seules sources de plaisir multi-quotidien, parce qu'on peut se faire plaisir c'est un plaisir accessible, un petit produit, un petit yaourt, une barre de chocolat, plus facilement qu'avec le dernier iPhone sorti, ou emmener ses enfants au cinéma un week-end, un samedi soir, et aller au restaurant après, ça coûte un bras. Donc voilà, l'alimentation peut être ce vecteur de petits plaisirs, donc de fait, c'est des petits plaisirs assez faciles pour le consommateur. Alors, si je suis une marque, moi, concrètement, et que j'ai compris cette importance du plaisir, concrètement, comment je l'active ? C'est quoi le plaisir ? Tu nous as fait une petite cartographie, je crois, des leviers de croissance. Oui, cette cartographie, c'est l'arbre des tendances XTC qu'on a créé en 95, donc c'est pas d'hier. Alors très simplement, comment on peut l'activer de multiples façons ? Vous voyez que, alors on a le tronc de l'arbre, on va dire, c'est le consommateur, les insights du consommateur, qui par rapport à l'alimentation, au-delà du... Alors on voit bien les racines, que sont la tradition, les cultures, l'environnement, etc., qui ont une influence sur ces insights conso. Le consommateur, la première, au-delà de l'aspect vital de se nourrir, bien évidemment, si je ne mange pas, je meurs, la première motivation, c'est le plaisir. On le voit, le gros rond rouge qui est à côté. Et derrière viennent des garanties de ce plaisir. Le consommateur, quand il va dans un magasin, un Carrefour, Intermarché, ou il va au marché, il cherche avant tout des produits pour se faire plaisir. Il ne va pas acheter des médicaments. On a cru ça dans les années 2000. Ça a été les alicaments, où les produits étaient positionnés davantage santé que plaisir. Ça a été des échecs. Tout le monde a eu ses échecs. Monsieur Girardot, Nestlé, Danone, on se souvient des 106 de Danone, un yaourt qui nourrissait la peau de l'intérieur pour les femmes. Bon, Danone avait oublié de dire que ce yaourt était bon. Nestlé, pour ne pas laisser Danone tout seul, Nesfluid, une petite fiole à 1,50 € qui, soi-disant, apportait de... Voilà, tous ces produits ont été des échecs. Aujourd'hui, on revient au plaisir et puis on revient aussi on entend parler beaucoup de responsabilité, d'éthique, de citoyenneté. On le voit, c'est le rond vert au bout.
c'est une vraie réalité, c'est un besoin pour le consommateur, c'est clair, mais uniquement en termes de garantie de ce plaisir. Si je bois un café carte noire, j'aurai sans doute du plaisir à le boire, je sais pas, référence Honduras que j'ai acheté il y a peu de temps, là très bien. Si j'apprends par la presse qui se fait l'écho, on en a parlé tout à l'heure, la presse parle beaucoup d'alimentation et des dangers de l'alimentation, si j'apprends que le café est produit par des petits producteurs et on ne respecte pas trop les libertés syndicales ou on fait travailler les enfants, votre café va devenir un petit peu amer. Hein. Donc j'ai moi besoin de garanties sur ce point-là pour avoir le plaisir de consommer le produit. Et ça, c'est vrai sur l'ensemble des marchés. Donc garantir le plaisir, savoir à l'avance que je sais que je vais avoir ce plaisir. Alors, c'est intéressant ce que tu disais tout à l'heure sur les alicaments et les yaourts pour la peau. Moi, j'avais entendu dire à l'époque que c'était pas du tout adapté pour le marché français, mais que ça aurait pu marcher sur le marché asiatique, par exemple. Alors est-ce qu'il y a des différences de plaisir? C'est ce qu'on lit un petit peu partout, les cosméto-food, appelons ça comme ça, les produits santé, les produits alimentaires à vocation cosmétique. On dit au Japon, ça marche. Non, attendez, c'est 2 ou 3% de l'innovation au Japon. Oui, pour une certaine cible de jeunes filles de 17 à 22 ans, et il y a quelques produits qui existent, c'est vrai. Mais tous les lancements sur les marchés européens, sur les marchés américains de ce type-là ont été des échecs. Alors, ma question est un petit peu plus large que ça. Se dire en fait, est-ce que le concept du plaisir, c'est une notion qui est complètement universelle ? On pourrait se dire, on est Coca-Cola, on est Disney, on va lancer un mouvement global. Tu parlais d'uniformisation tout à l'heure. Est-ce que ce qui fait plaisir à un Français, c'est la même chose que ce qui va faire plaisir à un Allemand ou à un Chinois, par exemple? Non, pas du tout, justement. C'est ce qui fait l'intérêt de l'alimentation, c'est que les formes de plaisir, elles changent. Le plaisir, on parle beaucoup de plaisir ce matin. Le plaisir, c'est la rupture de l'habitude. L'habitude tue le plaisir. C'est vrai en amour, parce qu'on parlait d'amour. C'est vrai aussi en alimentation. On a besoin de variété permanente. De variété, ça peut être de variété en termes de couleurs. On a vu le food porn tout à l'heure, de goût. Il y a une grande remontée du goût, de la valeur du goût pour le consommateur aujourd'hui. Ça a été dit plusieurs fois et c'est vrai là aussi partout dans le monde, mais c'est évidemment pas les mêmes goûts. Je le disais tout à l'heure, un Allemand se fait pas plaisir de la même façon en mangeant du pain qu'un Français. T'as quelques exemples? Parce que les goûts sont différents. Qu'est-ce qui est vraiment très spécifique de la France sur le plaisir qu'on ne retrouverait pas forcément dans d'autres pays? Tu as des idées? Oui, ce sont ça a été dit effectivement par l'étude, où il y a un certain attachement à une sorte de tradition de la gastronomie française, ça c'est très vrai, mais sans pour autant être un des leviers tout à l'heure, un des bras de l'arbre des tendances qu'on a vu, c'est aussi la praticité. On veut se faire plaisir, mais que ce soit pratique. On veut cuisiner à la maison, ça c'est vrai. On a dit que c'était pour les notions de plaisir, parce que c'est vrai que c'est plaisant de cuisiner à la maison, pas seulement. C'est vrai que c'est plaisant parce que c'est Top Chef, c'est Master Chef à la maison, quand on cuisine soi-même, mais c'est aussi et surtout peut-être aussi parce que c'est sécurisant. Quand je fais mes lasagnes, je ne vais pas rappeler de mauvais souvenirs, mais si je fais mes lasagnes moi-même, je connais la nature de la viande que je vais mettre dedans. Et puis le troisième levier, c'est le prix. Cuisiner soi-même, c'est moins cher. Et c'est typiquement français, ça ? En période de crise, c'est une notion qui est très importante. C'est typiquement français, ça, ce besoin de sécurité ou de prix ? C'est très français, très européen du Sud aussi. En tout cas, c'est beaucoup plus européen qu'anglo-saxon. D'accord. Alors essayons de rentrer dans le concret. Maintenant qu'on a vu ces grandes tendances, Nicolas, donc vous travaillez sur du café. On a vu tout à l'heure à quel point le café était un élément plaisir, donc au-delà de la pénétration de l'aliment par rapport au thé. Quand on travaille chez Carte Noire sur la brand equity, ce plaisir, ça veut dire quoi au quotidien? Comment on le travaille? Comment il est relié à la marque, ce plaisir? Alors le café, c'est vraiment une boisson plaisir par excellence. On l'a vu en fait dans les chiffres. Je pourrais m'amuser à demander pour qui a bu du café ce matin et qui ne peut démarrer sa journée sans un café. Je pense qu'il y aurait beaucoup de mains levées dans la salle. Aujourd'hui, le café, on travaille sur un marché et sur une catégorie qui est essentiellement où la dimension plaisir est hyper importante. Pourquoi? C'est la deuxième boisson la plus consommée en fait derrière l'eau. C'est la première boisson du petit déjeuner. Et on aime le café parce que ça a un effet physiologique presque sur son organisme. C'est-à-dire que c'est la boisson du matin. C'est aussi celle qui libère l'hormone du plaisir, la dopamine. C'est une drogue, quoi.
c'est une drogue, sauf que on peut s'en passer assez facilement. En tout cas, ça a été perçu dès l'origine en fait comme une drogue légale. Je vous assure qu'on n'est pas sous le coup de la loi. Aujourd'hui, nous, en fait, du coup, sur Carte Noire, on est une marque qui aujourd'hui a 40 ans. On s'est créé en fait sur une promesse de plaisir et de qualité, puisque il y a 40 ans, c'est Carte Noire qui avait inventé le segment de l'arabica, du 100% arabica. Qui était à l'époque, à une époque en fait où le marché du café avait tendance plutôt à se dévaloriser et à mettre en fait du café pas forcément de bonne qualité. Et donc la marque s'est créée sur cette promesse de qualité et de plaisir. Et du coup, l'expertise, pour rebondir vraiment sur ta question, l'expertise qui a été développée au sein de Carte Noire et grâce notamment en fait aux experts qui bossent dessus, ça a été de constamment en fait évoluer pour s'adapter aux besoins et aux envies des consommateurs. C'est-à-dire comment en fait on prend et comment on s'adapte à la premiumisation du marché, à travers l'arrivée des dosettes, des portionnables, des capsules, pour une consommation, moi, en fait, qui me ressemble, c'est-à-dire une consommation faite avec une machine individuelle. Comment on répond aussi aux besoins d'intensité, on en parlait un peu, aujourd'hui il y a de plus en plus de besoins pour plus d'intensité en bouche. Comment on répond à l'enjeu de variété, on en a parlé également. Aujourd'hui en fait on veut et on souhaite proposer en fait ce qui répond aux besoins des consommateurs, c'est-à-dire que je veux un café qui me ressemble. Je veux un long, je veux un court, je veux un doux, je veux un intense, je veux un café bio, on en parlait. Et donc aujourd'hui, le café, il a aussi en fait une dimension, et ça c'est quelque chose qu'on étudie, une dimension qui est extrêmement liée au moment. C'est-à-dire que c'est pas seulement en fait un plaisir qui vient de la dégustation organoleptique du produit, c'est aussi quelque chose qui est lié à l'expérience, puisque aujourd'hui il y a un côté en fait très, j'allais dire Rituel. Rituel. C'est une habitude bien sûr, mais c'est aussi quelque chose qu'on fait pour soi. Il peut y avoir presque une tendance un peu pas narcissique, mais on prend quand même souvent en photo son café. Le hashtag Coffee, il y a 60 millions de hashtags. On ne prend pas en photo son yaourt, on ne prend pas en photo son verre d'eau. Mais aujourd'hui, en fait, c'est quelque chose. En fait, la consommation de café dit un peu de qui je suis moi en tant qu'individu. Alors, je comprends, qualité, rituel, contexte, mais le café, c'est quand même pas un produit qui est fabriqué localement en France. On pourrait se poser la question par rapport à cette quête de sens, de dire si moi je bois beaucoup de café, est-ce que j'ai pas un impact sur la planète, parce qu'il faut le faire venir, ce café, et puis le mode de production du café en question. Comment vous faites ? Moi, quand j'étais tout gamin, j'avais El Gringo à la télé. Le El Gringo 3.0 aujourd'hui, comment il fait pour être responsable ? Alors aujourd'hui, le café, c'est une matière agricole. C'est une matière agricole qui pousse pas ici. Ça pousse uniquement en fait entre les tropiques et en altitude. Donc, c'est un café le café en fait, c'est un produit qui est extrêmement, qui subit en fait le dérèglement climatique et qui va de plus en plus le subir. Donc, effectivement, c'est un gros enjeu. Nous, chez nous, et toutes les marques en fait vont dans ce sens et prennent des engagements. Laisser un impact positif et être certain en fait d'assurer une qualité à tous les niveaux en fait de la chaîne de production, c'est quelque chose qui est important. C'est important pour nous en tant que marque, c'est important pour nous qui travaillons en fait chez Carte Noire, c'est important en fait pour nos consommateurs. Et comment je le fais savoir ? Qu'est-ce que je fais et comment je le fais savoir ? Aujourd'hui, en fait, c'est ce que disait Xavier, c'est-à-dire que le plaisir, il va être diminué si je sais que le produit que je consomme n'a pas été fait de façon en fait responsable. Donc nous, on a rejoint en fait le groupe Lavazza il y a 2 ans. On travaille du coup avec eux, où du coup il y a des projets qui sont faits avec les producteurs, notamment grâce à la Fondation Lavazza, des projets comme les Voix de la Terre, où du coup c'est 3000 producteurs au Brésil qui vont être aidés et à qui en fait on va proposer de nouvelles méthodes pour cultiver le café et surtout assurer en fait un revenu qui soit décent. Carte Noire, nous, en rejoignant aussi Lavazza, on est devenu un café fait en France, puisque le café est torréfié et moulu en France, c'est-à-dire le niveau de la production qui est fait en France dans notre usine à La Vérune. Et aujourd'hui, on a sorti une gamme de produits bio double certifiés, c'est-à-dire agriculture biologique européenne et UTZ. Mais aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose en fait qui est important, sur lequel en fait on met beaucoup d'efforts, parce que c'est important en fait pour tout le monde, parce que c'est
Le monde va dans ce sens-là. Alors, en tant que consommateur, moi je me souviens des copies carte noire au cinéma notamment, où on était vraiment dans la sensualité par le passé. Aujourd'hui, vous êtes parti dans un registre créatif complètement différent. Est-ce que ça veut dire que cette sensorialité, ce plaisir, c'est fini dans votre registre créatif ou pas ? Non, alors oui, c'est vrai que un café nommé Désir, tout le monde a en tête en fait ce slogan qui a accompagné pendant 20 ans les publicités carte noire. Aujourd'hui, non, c'est une nouvelle façon en fait de réinterpréter notre ADN de marque, puisque dans les communications récentes qu'on a fait, même si on a pris et on a travaillé avec l'actrice d'Almodovar, Rossi de Palma, c'est le café qui reste la star. C'est-à-dire que on en parlait ce matin en introduction avec l'intervention de Richard Girardot. Le produit est la star, le café reste la star en fait de nos communications. On s'est créé en fait nous il y a 40 ans sur cette notion d'arôme tellement intense qui va complètement libérer en fait l'essence et provoquer en fait le désir à travers un café nommé Désir. Aujourd'hui, en fait, on s'adapte en fait aux besoins des consommateurs, c'est-à-dire plus de qualité, plus de variété, tout ça de façon en fait plus moderne. Aujourd'hui, la sensorialité et être très proche de ce qui avait été montré là comme du food porn, mais c'est-à-dire être dans la matière, c'est quelque chose qui est très important pour nous et qui va faire partie en fait, va être vraiment une brique très importante de la construction de notre marque dans les prochaines communications. Laurent Turpot, quand on entend parler des collègues de café, de boissons, je me dis que quand on travaille pour Coca-Cola, la situation doit être un petit peu différente. Quand on fabrique des sodas, quand on est une marque aussi emblématique et qu'on a, soyons clairs, autant de médias qui vous pointent du doigt comme le diable, un produit potentiellement dangereux pour nos enfants, etc. Comment on fait aujourd'hui ? Alors que le sucre, alors les médias, ils ont chaque année une petite bête noire. On a vu le sucre réapparaître il y a quelques temps. On nous dit voilà tant de morceaux de sucre. Comment on fait quand on est Coca-Cola aujourd'hui ? Alors c'est une grande question. Effectivement, ils s'intéressent beaucoup au sucre, beaucoup à la marque Coca-Cola. Moi, je le vois en premier lieu comme une marque de succès, c'est-à-dire que Coca-Cola est une des premières marques au monde, sinon la première marque connue en termes de produits agroalimentaires. Donc, c'est une responsabilité, il faut accepter d'être interpellé quand on a ce niveau de notoriété. Ça implique de bien écouter, donc écouter les médias, écouter les spécialistes. On a tout un pôle chez Coca-Cola domicilié dans nos bureaux qui est en écoute permanente et qui engage avec nos consommateurs et avec des spécialistes, des nutritionnistes sur les réseaux sociaux pour bien connaître ce qu'ils attendent et ce qu'ils veulent de la marque. Je vais y revenir sans doute un petit peu plus tard. Et il faut surtout écouter tout le monde. J'avais envie de vous raconter mon trajet avant que j'arrive ici. J'avais commandé un Uber qui, cela dit, le chauffeur était une femme. Je trouve que c'est bien de le préciser parce qu'en termes de diversité, je trouvais le clin d'œil intéressant. Et donc, je rentre en voiture, elle avait vu que j'allais à la maison de la radio, elle me dit « Vous êtes journaliste ?» Et je réponds « Non, je vais au Food Morning et je travaille chez Coca-Cola. » « Ah, Coca-Cola, j'adore ça, mais j'essaie de pas en boire parce que c'est très mauvais. » Donc, en fait, c'est le paradoxe auquel nous sommes confrontés chaque jour. C'est-à-dire que la marque est adorée, mais il s'est passé un tas de choses qui fait qu'aujourd'hui, il y a des interrogations, il y a pas mal d'attentes et parfois de peur de nos consommateurs ou plus largement de certaines parties prenantes. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent ? Aujourd'hui, ils nous disent justement qu'ils veulent retrouver du sens. C'est exactement la thématique de cette journée et en particulier de cette table ronde. Ils veulent du sens sur leur consommation de Coca-Cola. Nous avons eu une histoire commerciale extrêmement florissante partout dans le monde. Et c'est vrai que finalement, on a toujours vendu plus de Coca-Cola dans des contenants parfois plus grands. Donc ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils veulent retrouver tout le plaisir qu'on a à consommer un Coca-Cola. Et cela, ça implique différentes actions de notre part. Je les détaillerai un tout petit peu plus tard. Et ce qu'ils nous disent aussi, c'est que leur goût évolue. C'est-à-dire qu'ils ont tout le temps besoin de Coca-Cola, une boisson extrêmement emblématique qui apporte beaucoup de plaisirs gustatifs, mais aussi des plaisirs de connexion. C'est une marque universelle. Et en même temps, ils recherchent des produits qui vont apporter de la naturalité, des produits qui vont apporter moins de sucre ou des formats qui leur aideront à maîtriser leur consommation.
Et donc c'est en étant bien à l'écoute de l'ensemble de ces attentes que James Quincy, notre CEO, a porté une nouvelle parole depuis l'an dernier, en disant que Coca-Cola, c'était Coca-Cola bien sûr, mais c'était aussi et surtout le spécialiste des boissons sans alcool. Nous avons à peu près un portefeuille de 500 marques dans le monde. Donc notre objectif, c'est de garder Coca-Cola comme un moteur de croissance, mais être en mesure d'adresser tous les autres sujets, et notamment certaines attentes sociétales, avec notre portefeuille plus grand de toutes ces boissons. Mais du coup, le plaisir, vous allez, parce que vous êtes du coup une marque plaisir, vous devez l'assumer. Comment est-ce que vous le travaillez? Comment vous l'identifiez? Tu parlais d'essentiel à garder. Peut-être il faut changer la formulation. Est-ce qu'il y a des leviers, des études que vous utilisez au-delà de ce social listening dont tu parlais? Alors la formulation, on va y revenir. La fameuse recette secrète Ouais. est là depuis très longtemps et on n'a pas pour objectif de la changer. Ce qui se passe effectivement, c'est qu'une fois qu'on connaît toutes ces attentes, l'objectif c'est plus de travailler en termes de R&D et de réponse à ces attentes. Et aussi de retrouver le sens universel que peut porter une marque. Donc à mon avis, il y a deux façons de travailler. Il y a toute la partie qui va toucher à la consommation du produit, depuis le contenu jusqu'au contenant. Et ensuite, il y a le sens ou les valeurs qui sont portées par cette marque. Donc si tu m'autorises, je dirai deux mots sur cette dimension. Donc sur la première, nous avons travaillé sur trois axes. Le premier, c'est la diversification. Donc je le disais tout à l'heure, nous sommes une entreprise qui propose un large portefeuille de boissons. Donc l'idée en particulier en France, c'est d'apporter de nouvelles boissons pour répondre à ces nouvelles attentes. Donc ça s'est fait dès l'an dernier avec Honest, qui est une boisson aux plantes infusées, qui est biologique. Ça s'est poursuivi en début d'année avec le lancement de Fuse Tea, une boisson au thé rafraîchissante. Ça se poursuit encore avec le lancement tout récent de Smart Water et je suis super ravi de les voir sur la table aujourd'hui. Donc c'est diversification et un portefeuille qui va répondre à différentes attentes tout au long de la journée. Ensuite, c'est le travail sur les recettes, comme tu le soulignais à l'instant. C'est en parallèle du travail qui est fait sur ces diversifications, voir ce qu'on peut faire sur l'existant. Et un des premiers objectifs, ça va être de considérer le niveau de sucre que nous avons dans ces recettes et voir comment est-ce qu'il peut baisser. C'est comme ça que Coca-Cola Light a été lancé il y a 30 ans. Donc c'était la première innovation en termes de light, c'est-à-dire une boisson qui apportait le même plaisir avec 0 sucre et 0 calories. Ça s'est poursuivi avec Coca-Cola zéro sucre, dont le goût a pour objectif d'être au plus proche de Coca-Cola original. Et ça se poursuit également avec de nouvelles recettes sur d'autres marques existantes. Typiquement Fanta a vu son niveau de sucre réduit de 40% sur ces 5-10 dernières années. Donc premier pilier, diversifier. Deuxième pilier, revoir nos recettes. Troisième pilier, les formats. Je le disais tout à l'heure, le consommateur a aussi besoin de retrouver le sens et le plaisir qu'on a à consommer un Coca-Cola en terrasse, par exemple, avec une bouteille verre. Donc nous avons engagé une révision totale de nos formats pour réamener le format verre en consommation à domicile. Donc vous allez le trouver de plus en plus dans les magasins, les supermarchés. Et réintroduire aussi des formats plus petits. Par exemple, la bouteille verre de 100 ml et aussi la canette 15 centilitres. Ça, c'était la première partie qui est la plus importante, qui touche vraiment à la consommation en tant que telle. Je parlais aussi de valeur de marque. Je pense que quand on veut donner du sens ou conserver du sens à sa marque, c'est important de rester sur son ADN, ses valeurs originelles. Et Coca-Cola est une marque, je le disais tout à l'heure, universelle, qui porte des valeurs d'ouverture, de diversité. Moi, il y a un élément dont je suis extrêmement fier, et c'est très historique puisqu'on va vraiment remonter le temps. Mais pour moi, ça marque l'origine de l'ouverture chez Coca-Cola. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis à la fin des années 60, quand Martin Luther King venait d'être assassiné. Vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'il raconte ça alors qu'on est sur l'essence? C'est pour vous expliquer quel sens Coca-Cola donne aussi à sa marque. Il y avait des conflits très importants entre blancs, noirs. Et John Woodruff, qui était le CEO de l'époque, a décidé de mettre sur un banc des hommes blancs et noirs, de les photographier et d'en faire une publicité. Je vous invite à aller chercher sur Internet cette photo que je trouve très belle, qui nous paraît totalement anecdotique aujourd'hui, sans intérêt. Et en fait, c'était une véritable révolution à l'époque, puisque la marque avait décidé de prendre la parole sur un sujet
qui n'était pas spécialement légal et qui mettait sur un banc de la ségrégation les hommes blancs et noirs ensemble. Donc je pense que donner du sens, c'est donner du sens sur ce qu'on est intrinsèquement, c'est ce qui est le plus important, mais ne jamais oublier ses valeurs. Et les valeurs, pour nous, c'est cette thématique d'universalité et d'ouverture au monde. Alors Anne-Florence, quand on vous parle de plaisir et quand vous entendez votre voisin de Coca-Cola vous en parler, je pense que voilà, ça appelle à votre quotidien parce que le plaisir est véritablement au cœur de ce que peut proposer Disney. Mais qu'est-ce que Disney vient faire dans une table ronde liée à de l'alimentation? Ça peut être un petit peu surprenant. C'est quoi ce programme Tous en forme dont on a parlé tout à l'heure? Alors, c'est d'autant moins surprenant que, comme tu le disais à l'instant, notre cœur de métier, c'est de créer du plaisir, des émotions, partagées en famille, et on a la chance d'avoir des personnages qui sont des rôles modèles pour les enfants. Donc le programme Disney Tous en forme, c'est l'engagement de la Walt Disney Company France à mettre nos personnages et nos marques au service d'une influence positive sur les enfants, c'est-à-dire pour aller vers le mieux manger et le bouger plus. Les origines de Disney Tous en forme, ça remonte à 2006, donc c'est notre président Bob Iger qui en 2006 décide que la Walt Disney Company va s'engager partout dans le monde en faveur de ce qu'on appelle également le healthy living chez nous. Donc ça veut dire qu'il s'est fixé un horizon qui était très précis à 2020, d'avoir une prédominance très forte des produits d'alimentation saine dans notre portefeuille de partenariats alimentaires. Donc de diminuer effectivement très fortement la part des aliments sucrés dans notre portefeuille de produits. Il s'est fixé également un objectif pour les médias. Donc on a commencé aujourd'hui en Europe, mais également aux États-Unis, à retirer en fait de nos médias les publicités pour les produits qui ne sont pas conformes à nos grilles nutritionnelles. Et ces grilles nutritionnelles, on les a effectivement créées en 2006, on les a retravaillées depuis lors plusieurs fois. Elles sont aujourd'hui en Europe, il y en a aux États-Unis, il y en a aussi en Europe qui sont adaptées au mode de consommation des familles européennes. Elles sont adossées aux recommandations de l'OMS, au PNNS en France, de l'EFSA, et donc elles permettent de développer des produits avec nos partenaires en limitant le gras, le sel, le sucre, la portion, le nombre de calories, les additifs. Si je résume, donc vous allez travailler avec des marques alimentaires sur lesquelles, sur le packaging, vous allez pouvoir mettre vos personnages, c'est ça? Alors ça va aller au-delà en fait, parce que quand on développe un produit avec une marque, on est vraiment dans le cadre d'une co-construction. Je vais prendre un exemple qui est celui de Danone Waters, donc sur Evian et Volvic, dont les équipes sont dans la salle. D'après notre baromètre Disney Tous en forme, où on interroge les consommateurs français tous les 6 mois, on a commencé il y a 1 an déjà, la première préoccupation des parents en matière d'hygiène de vie, c'est l'hydratation. Ça pourrait sembler un peu surprenant, mais ça va devant le fait d'avoir des repas équilibrés, sans doute grâce aux cantines françaises, et ça va également devant le fait de consommer des fruits et légumes. Donc première préoccupation des parents à 80%, l'hydratation de leurs enfants. Et quand on sait qu'il y a à peu près 1 enfant sur 2 qui ne consomme pas la quantité d'eau pure qui est recommandée par l'Association française de pédiatrie, avec des impacts sur la concentration, le sommeil, etc., on voit qu'on a vraiment un rôle à jouer. Et c'est pour ça qu'on s'est engagé avec Danone Waters, c'est qu'on a créé des petites bouteilles d'eau en forme de personnages Disney, donc c'est vraiment de la co-construction. Et quand on travaille des personnages Star Wars, c'est carrément les studios Lucas qui travaillent sur le produit pour qu'il soit bien ressemblant. Et grâce à ça, notamment Volvic Kids a augmenté ses rotations de 30% sur toute la gamme Volvic Kids. Mais on a également des parents qui nous écrivent et qui nous disent « Grâce à vous, mes enfants acceptent de boire de l'eau ». Mais Anne-Florence, parlons vrai. Vous n'avez pas peur, à travers cette stratégie, que beaucoup de consommateurs se disent « Bon, en fait, Disney, ils ont trouvé un moyen plutôt habile d'aller fourguer leur licence sur des produits alimentaires. En gros, c'est une démarche qui est très mercantile pour gagner de l'argent et pousser encore plus de Disney, plutôt qu'une démarche philanthrope. Vous n'avez pas peur que ce soit perçu comme une démarche très, très commerciale par le consommateur, au final ? Alors aujourd'hui, on le sait, toutes les entreprises ont intégré en fait les objectifs RSE dans leur business. Et c'est depuis que les entreprises font ça que la RSE a un impact beaucoup plus important
et beaucoup plus concret en fait sur les populations. Donc bien entendu, Disney est une société commerciale d'origine américaine qui est cotée à Wall Street, et moi mon rôle c'est bien entendu de développer les licences sur l'alimentation et également l'hygiène et beauté. Mais il est bien évident, et toutes les marques qui sont dans la salle le comprendront sans peine, que on gagne beaucoup moins d'argent que si on mettait nos personnages sur tous les produits alimentaires possibles et imaginables. Et comme on a décidé de les mettre au service d'un enjeu de santé publique et de ne développer que des produits alimentaires qui sont conformes à nos grilles nutritionnelles, donc limités en sucre, en gras, sel, etc., on est vraiment engagé. Et également, le fait d'avoir des produits dans les magasins, sur les étagères, dans les caddies et dans les foyers, c'est aussi une manière d'impacter les comportements. Parce que sinon, ça n'est que du marketing et des messages de sensibilisation. Et les messages de sensibilisation, les 5 fruits et légumes, les 10 000 pas par jour, on les connaît tous par cœur. Mais la vérité, c'est que pour que les comportements changent, il faut vraiment tous s'y mettre collectivement et faire entrevoir qu'on va y trouver du plaisir, que ça va être amusant, que ça va être une expérience en famille. Et c'est uniquement en alliant nos forces et en faisant ça que les comportements vont changer. Alors c'est ce fameux nudge marketing dont on parle pour faire évoluer les comportements. Mais chez Disney, vous n'êtes pas des spécialistes de l'alimentation, donc tu t'en as parlé un petit peu. Qui décide de dire je vais travailler avec tel produit ou telle marque? Qui c'est chez Disney qui choisit ça? Alors on est plusieurs à faire ça, et quand on va commencer à se rencontrer avec une marque qui peut être aussi bien une start-up qu'une multinationale, qu'une PME, une coopérative comme Parmentine, spécialiste de la pomme de terre. Alors lui en l'occurrence, il n'y a pas d'enjeu sur ses recettes puisqu'on est sur du produit brut. Mais quand on commence à travailler une marque, je vais prendre l'exemple de Kellogg's. Kellogg's a créé des recettes pour les céréales Disney qui sont conformes à nos grilles, spécifiquement. Donc ils ont fait un travail de reformulation, de R&D, et le produit co-brandé, parce que le co-branding est très important, puisque comme tu le disais, l'expertise alimentaire, elle vient des marques, elle vient pas de nous. Nous, notre expertise, c'est l'émotion, c'est l'entertainment, et c'est aussi la confiance que les parents français placent dans la marque Disney. Donc les produits vont devoir être conformes à nos grilles, sinon ils seront pas lancés sur le marché. Et c'est des nutritionnistes, tu parlais tout à l'heure d'organismes. Avec qui vous travaillez pour définir ces grilles? Les grilles ont été élaborées avec des nutritionnistes au niveau européen, avec des pédiatres, avec l'EFSA, et elles sont adossées donc aux recommandations de l'OMS, de l'EU Pledge et du PNNS en France. D'accord, alors ça marche ou pas, concrètement, en termes d'efficacité sur le comportement? Est-ce que tu as des chiffres ou des résultats pour démontrer si ça fonctionne ou pas? Alors, on est en train aujourd'hui de mettre en place, comme je le disais tout à l'heure, le baromètre Disney Tous en Forme, où on interroge nos consommateurs sur leur engagement par rapport à nos initiatives, donc que ce soit les produits, les expériences, mais aussi les contenus qu'on développe sur nos médias. Et on leur demande également dans quelle mesure leurs comportements sont en train d'évoluer. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est en train de démarrer et qu'on va mesurer concrètement de mois en mois, et sur lequel on ne manquera pas de communiquer. Mais ce qu'on constate, c'est que on a beaucoup d'activités digitales, on fait beaucoup de messages de sensibilisation sur notre écosystème digital, et on a des taux d'engagement sur, par exemple, les petits modules sur nos chaînes YouTube qui s'appellent Mes astuces pour être en forme. On a des taux d'engagement qui sont supérieurs de 25 à 50% à la moyenne de nos autres initiatives digitales. Quand on fait un jeu concours pour gagner le dernier livre Simplissime Disney, on a un taux de réponse pour gagner un livre qui est de 50% supérieur à la moyenne de nos autres concours pour gagner des places de cinéma, etc. Donc il y a vraiment un engagement, une résonance qui est très forte, et donc on va le mesurer, mais on est vraiment convaincu que ce nudge marketing dont tu parlais, cette influence positive, le fait de valoriser le plaisir de l'expérience, et les produits c'est une expérience augmentée, va nous permettre d'impacter les comportements sur le long terme. Alors, Laurent Turpot, ça vous donne envie de travailler avec Disney? Vous avez déjà réfléchi, en tant que deux grosses marques globales, de travailler ensemble? Tu parlais de nouvelles formulations. Est-ce que ces grilles te font peur? On travaille déjà ensemble. Donc, je sais que c'était notamment le 25e anniversaire de Disney l'an dernier, donc c'était pour nous l'occasion d'engager sur ce sujet.
Et après, notre objectif sera de toujours rester responsable aussi. Donc j'aimais bien le fait que tu fasses référence aux personnages Disney qui ne vont pas forcément être sur les produits. Ça fait partie aussi de notre politique. Nous ne voulons pas avoir de marketing directement dirigé vers les enfants, notamment vers les jeunes de moins de 12 ans. Donc c'est pour ça que nous nous interdisons de mettre, par exemple, Mickey sur nos bouteilles. Ce qui tombe bien, parce que je pense que tu nous autoriserais pas à le faire. On fait effectivement sur Coca Zéro les personnages de Marvel et de Star Wars avec des designs très adultes, très métalliques. On fait pas du... Parce que sur cette cible-là, on s'adresse effectivement à de jeunes adultes. Xavier, tu voulais réagir ? Oui, non, je dis c'est très bien qu'une entreprise comme Disney, qui a un rôle vis-à-vis des enfants, une responsabilité vis-à-vis des enfants, intervienne à ce niveau-là, notamment, non pas pour dire ce qu'il faut faire, mais pour apporter, échanger les comportements peut-être, mais pour apporter de l'initiation, de l'information. Tout le programme, ce que j'ai pu en consulter, effectivement, c'est d'apporter des informations. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le problème pour les enfants et surtout aussi pour les adultes de l'alimentation et de la santé en alimentation, c'est un problème d'initiation. Il n'y a pas un enfant à 7 ans qui sait distinguer une aubergine d'une courgette, par exemple. Il y a un vrai problème d'information, d'initiation à la chose alimentaire. On vote une fois tous les 4 ans, on a des cours d'instruction civique à l'école, on mange 3 fois par jour, on n'a pas de cours d'éducation alimentaire à l'école. Il ne faut pas que les marques rentrent à l'école, c'est pas du tout ce que je dis, mais simplement qu'il y ait une initiation vis-à-vis des enfants. Peut-être que ça résoudrait les problèmes de sécurité sociale dans quelques années pour la future génération. C'était le sujet du Food Morning il y a 3 ans, quand Absolument. on parlait d'éducation, où on avait conclu, je ne sais pas si certains d'entre vous étaient là, par le fait qu'il nous faudrait un ministre dédié à ça, autour de l'éducation alimentaire. On a eu un ministre regretté de l'alimentaire, Guillaume Garot, qui a été le père de la loi anti-gaspillage. Ça aussi, c'est un problème de responsabilité. On le regrette. Mais effectivement, je pense qu'il faut apporter de cette initiation pour changer les comportements. C'est ce qui manque aujourd'hui. On peut mettre des petites rondes couleurs sur les produits, c'est bien. Je pense que c'est pas suffisant en tout cas. Il y a beaucoup à faire à ce niveau-là. Et les marques et l'environnement peuvent apporter cette initiation. On va en parler dans le deuxième temps de la matinée quand on parlera effectivement de l'étiquette. Malheureusement, on est un peu pris par le temps. Merci beaucoup pour vos contributions. Merci. Ne bougez pas. Pour poursuivre dans la matinée, je voudrais revenir sur cette notion d'émotion dont on a parlé, qui est très à la mode, qui est beaucoup utilisée par des marques ou par des médias aujourd'hui. Vous savez peut-être que grâce aux nouvelles technologies, on a la capacité aujourd'hui de pouvoir mesurer beaucoup plus facilement les émotions. Et du coup, ça veut dire que les marques vont aussi pouvoir travailler sur cette dimension de plaisir grâce à ces nouvelles technologies. Et on pourrait se poser la question de savoir si finalement le plaisir ne serait pas un moyen d'augmenter l'efficacité publicitaire. On a une étude assez récente qui a été réalisée par TF1 Publicité, qu'on a trouvée très très pertinente pour cette matinée dédiée au plaisir. Pour pouvoir regarder les résultats de cette étude, je vous propose d'accueillir sur scène Laurent Bliot, qui va vous expliquer comment finalement le plaisir pourrait être un garant de l'efficacité publicitaire. Merci encore.